Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le Monde en 7 ce samedi 15 février 2025. On va parler du Niger où l'ONU appelle la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Nous parlerons également du Bénin avec la question du troisième mandat qui se pose au Bénin. Est-ce que ce sont juste des rumeurs ou bien cela pourrait devenir des clameurs? On évoquera l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo où les combats ont repris dans le sud Kivu. Et puis on va terminer avec le Togo. Jour J pour les élections sénatoriales. Les conseillers municipaux et régionaux sont appelés aux urnes depuis quelques heures déjà pour élire 41 sénateurs. Pour faire ce débat, je reçois deux invités sur le plateau. Dominique Lacmon est mon invité. Dominique Lacmon est leader sur les questions de jeunesse. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir mon co-débatteur, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. C'est un réel plaisir qu'on se retrouve encore pour ce nouveau partage. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Face à vous, Louis Kamako. Merci. Il est journaliste et rédacteur en chef du journal Togo Breaking News. Louis, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à Dominique, que je retrouve pour la première fois en 2025. Je profite pour lui souhaiter même un vœu du nouvel an. Bonsoir à tous les téléspectateurs et tout aux conseils municipaux régionaux du Togo qui choisissent aujourd'hui leur sénateur. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. On va commencer donc par le Niger. Le Niger où le groupe de travail des Nations Unies, groupe de travail sur la détention arbitraire, a appelé lundi 10 février à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse Adidja, renversés par un coup d'État en juillet 2023, coupé de tout contact avec l'extérieur. L'ancien président nigérien est détenu avec sa femme depuis 1 an et demi dans une aile de la présidence de la résidence présidentielle à Niamey. Seul son médecin est autorisé à lui rendre visite et selon le groupe de travail des Nations Unies, les amis, la famille, personne, même ses avocats ne sont pas autorisés à le visiter. Louis Kamako, est-ce que vous comprenez les raisons qui peuvent encore aujourd'hui expliquer, plus d'un an après que le pouvoir de Mohamed Bazoum a été renversé, qu'on puisse toujours le maintenir, disons, en détention en quelque sorte? Oui, les raisons qui sous-tendent le maintien de Bazoum en prison ne sont pas dévoilées par les nouvelles autorités nigériennes, puisque tu me le demandes. Étant analyste, je crois que nous devons certainement lire entre les lignes. Et parce que quand vous voyez aujourd'hui, celui qui est détenu, ce n'est pas un citoyen lambda. On parle de Mohamed Bazoum qui a été président de la République du Niger. Et donc, du coup, c'est une personnalité qui aujourd'hui détient certainement les secrets de l'État. Et donc, il a été déchu, il a été déposé par Tiani et quelques militaires. Donc du coup aujourd'hui il est devenu un personnage ou bien une personnalité à suivre comme du lait sur le feu au Niger. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un ancien président. Certainement que il détient des informations confidentielles dont justement auront besoin les nouvelles autorités nigérianes. C'est ce qui maintient pour moi, c'est ce qui justifie pour moi premièrement son maintien en détention. Secondo, vous avez un chef d'État qui a été déçu, qui a été victime d'un coup d'État et qui jusque-là refuse justement de signer sa démission. Et donc ça veut dire que juridiquement, et peu importe ce qui se passe, juridiquement, Mohamed Bazoum reste le président de la République du Niger parce que c'est un président qui a été élu démocratiquement par le peuple nigérien. Donc du coup, sur le papier ou bien, comme je le disais tout à l'heure, juridiquement, il demeure toujours le président de la République du Niger. Et si jamais il ne signait pas décision, il ne signait pas de sa démission et qu'il soit remis en liberté, je pense que le droit lui donnera raison. Donc ça fait partie également des raisons pour lesquelles Tiani et son gouvernement décident toujours de le maintenir en détention. La troisième raison, c'est peut-être ce dont Mohamed Bazoum est accusé. C'est vrai que c'est pas officiel, mais quand vous lisez entre les lignes, vous allez justement vous rendre compte que aujourd'hui, le président déchu ou bien le président déposé est accusé de complot. Avec ce qu'ils appellent des forces obscurantistes. Voilà, des forces obscurantistes. Donc, je crois que vu sur cet angle-là, ça va être difficile aujourd'hui pour Tiani et son gouvernement de procéder à sa libération parce que le combat qu'il mène
Le combat que mène Tiani et son gouvernement aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme. Et au Niger, le terrorisme continue par prospérer malheureusement. Et donc, quand ce qu'ils combattent, quand le combat n'est pas gagné, je crois qu'ils vont à chaque moment mettre les moyens à leur disposition pour pouvoir parvenir à bout. Donc, vous avez un président qui a été déposé, qui veut pas signer sa démission, qui dans les coulisses serait accusé en fait de complot ou bien de complocité ou bien de trahison et donc tout ça. Donc aujourd'hui, ce sont des charges qui officieusement pèsent sur Bazoum. Et donc si jusque là il n'est pas libéré, selon moi, je vais peut-être chuter là. C'est juste parce que aujourd'hui le Niger n'a pas les moyens justement pour organiser son procès. Parce qu'il est en prison, si on le met en détention, ça veut dire qu'il y a quelque part des charges qui sont retenues contre lui. Même si j'ai eu à écouter à plusieurs reprises son avocat qui dit qu'il n'y a aucune charge qui est retenue contre son client. Je pense que s'il est toujours maintenu en prison, c'est juste parce que les moyens, ou bien les autorités nigériennes ne disposent pas encore des moyens légaux ou bien des moyens conventionnels justement pour organiser son procès. Dominique Lacmont, est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer le maintien en détention de Mohamed Bazoum par le fait qu'il représenterait une menace pour le pouvoir de Tiani? Non, ce qu'on peut retenir dans cette détention, c'est de... Moi, je vais commencer par l'analyse de mon ami Louis Kamako, qui parle de refus de Mohamed Bazoum de signer sa démission. Souvent, je pense que c'est le point clé de cette détention actuellement. Sinon, à part le refus, je ne pense pas que Tiani... pourrait avoir un autre argument pour incarcérer Mohamed Bazoum. Je ne sais pas, parce que lui-même a été un lieutenant de Mohamed Bazoum. Si aujourd'hui on parle de complot contre quoi, je ne sais pas. Parce oui, on parle de complot, qu'il se serait entendu avec des forces obscurantistes pour commanditer une attaque. Non, pendant quelle période Mohamed Bazoum se met à faire cette complocité? Au moment où on l'a arrêté, qui commence par mettre du complot contre le pouvoir de Tiani, je pense que ça c'est des arguties pour maintenir sa forfaiture, et ça on ne va pas rentrer dans ces détails là. Moi je pense que ceux qui sont en train de réclamer la libération de Mohamed Bazoum, là c'est à ceux-là que moi je vais m'adresser. C'est comme se jeter de l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne va rien dire aujourd'hui, après plus d'un an. Si Général Tiani devait libérer Mohamed Bazoum, il l'aurait libéré, mais c'est parce qu'il doit le libérer avec une contre-session. Il faut que Mohamed, comme on l'a dit, lui Kamako, il faut que Mohamed Bazoum accepte de signer sa démission. Lorsqu'il refuse, à mon entendement, c'est qu'il refuse de signer sa démission. Selon lui, il se voit encore président de la République du Niger, et ce qui ne fait pas bon face à son... à monsieur Tiani, le général Tiani, qui l'a fait coup d'État. Donc ça veut dire que c'est Mohamed Bazoum, en quelque sorte, qui s'incarcère lui-même. Il faut que les choses ont déjà plié, on ne pourra plus parler qu'il n'aura plus son pouvoir. C'est des trucs qu'il faut vraiment... C'est vrai que nous on l'avait soutenu, mais au fur et à mesure qu'on passe à autre chose. Tiani a confisqué son pouvoir, il va rester toujours président. Je pense qu'il est de temps que Mohamed Bazoum se libère de lui-même. Il faut qu'il démissionne, il accepte, il négocie dans la signature de sa démission. Il faut qu'il négocie avec le pouvoir de Tiani, qu'on qualifie de pouvoir de putschiste, qu'il puisse trouver sa liberté au lieu de rester content sur... Parce que, comme on l'a dit, Bazoum c'est un président, et ce n'est pas n'importe quel président. C'est quelqu'un qui avait une diplomatie en main, et surtout dans la gestion des crises sécuritaires. Il est une bibliothèque, il est quelqu'un qui détient des secrets du pouvoir, et aussi comme ça aussi dehors ne garantit pas également le pouvoir. Donc tout ça là, ça implique ça ne rassure pas trop ces détracteurs qui l'ont mis hors du pouvoir aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'une négociation puisse être mise autour
puisse être mis en place pour garantir d'abord la stabilité du Niger et puis également la liberté du président Bazoum. Et ce que je vais citer par là, mais ce que je ne vois pas en train d'être conclu, puisque le Niger et ses amis ont commencé par boycotter toutes les instances internationales, notamment la CEDEAO et ces organisations internationales onusiennes qui ont été aussi qui ne font pas l'affaire du Niger. Je ne sais pas si ils peuvent avoir quelque chose des négociations pour pouvoir mettre leurs amis en liberté. C'est justement ce qui m'amène à parler aujourd'hui de menaces, parce que ce que disent par exemple les avocats, ou notamment Maître Moussa Koulibaly, qui est l'un des avocats de Mohamed Bazoum, c'est que personne ne peut lui rendre visite, sauf justement son médecin. Les membres de la famille, les amis, même les avocats ne peuvent pas aller. Et nous imaginons que pour que le médecin y aille, il doit montrer patte blanche. Est-ce que ça signifie que pour les autorités actuelles, Bazoum est une réelle menace en liberté? Oui, Bazoum, c'est une réelle menace pour la liberté, d'autant plus que peut-être pour le pouvoir de par le passé même, lui-même il a fait des déclarations qui aujourd'hui le rattrapent. Si un président de la République déclare ouvertement que les djihadistes en fait sont plus équipés que l'armée régulière et que le pouvoir ou bien l'État n'a pas les moyens adéquats justement pour faire face à ces gens-là, mais vous avez un président dont l'origine est juste là, reste douteuse, parce que ça veut dire que la fibre patriotique, on ne la retrouve pas dedans. On ne retrouve pas la fibre patriotique chez Mohamed Bazoum. Et vous aurez peut-être constaté que il a une grande acquaintance avec les États aujourd'hui qui sont vent debout contre les nouvelles autorités nigériennes. Donc ça veut dire que il ne peut pas avoir justement une libération pour Bazoum comme ça. Le libérer, peut-être, c'est comme on est en train de jeter de la kamikaze dans la foule. Donc, je crois que ceux qui sont là aujourd'hui savent que les droits de l'homme, les droits de Bazoum doivent être respectés. Mais si le trait de la sorte, c'est juste parce que ils ont peur de leur pouvoir. Parce que ce coup d'État-là, et je crois que Dominique l'a dit, Bazoum doit avoir à l'esprit que le coup d'État, il est consommé et qu'il doit normalement rendre le tablé en procédant d'abord à sa démission. S'il le fait, je pense que ce sera un premier acte salutaire de sa part visant à sa propre libération. Parce qu'on l'a toujours dit qu'aujourd'hui, il se fait prisonnier lui-même. Il est son propre fossoyeur. Ce qui aurait souhaitable, c'est d'arriver au moins à poser ça, d'arriver au moins à démissionner d'abord. Et comme ça, s'il le fait, les gens verront en fait la réaction que Tiani et son gouvernement auront en face. Mais quoi qu'on dise, je crois que Bazoum aujourd'hui, c'est une menace. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma prise de parole, il a été ministre, il est président de la République, on connaît à peu près sa cote de popularité, on sait de quoi il est toujours capable, même en étant en prison. Donc je crois que c'est des choses en fait sur lesquelles se base aujourd'hui Tiani et son gouvernement pour continuer justement pas lui infliger ce supplice-là. Mais si on ne veut pas le libérer, l'autre chose c'est d'organiser son procès, parce que on ne peut pas maintenir quelqu'un comme ça en détention. On peut aussi se demander pourquoi le pouvoir se refuse à organiser un procès pour qu'on sache justement si les choses qu'on lui reproche sont vraies ou pas. Je ne suis pas juriste, mais je pense que ça ne serait pas légitime ce procès-là. Quelqu'un qui est toujours porte une immunité présidentielle, je ne sais pas si... Son immunité a été levée il y a quelques mois déjà, en juin dernier, mais en juin 2024. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu cette démission, c'est que légitimement c'est Tiani qui est le président de la République. Il faut qu'un autre président cède la place à un autre. Et la place là que Tiani réclame, il ne l'a pas encore. Mais si le jugeait à ce moment, je pense que c'est peut-être une menace pour permettre à Tiani de signer sa démission, mais il aurait commis un truc qui ne serait pas trop. Il faut que Tiani puisse obtenir la démission du président Bazoum avant de lui porter les charges qu'il faut. Peut-être, voilà, et là, il devient citoyen lambda et puis il peut se présenter à tout moment. Aujourd'hui, si, en dehors du coup d'État, si Tiani organise un procès contre Mohamed Bazoum, c'est qu'il ne continue pas à persécuter un président qui est en place.
Et toujours, on va tout mettre dans la séquestration liée au coup d'État, pas un procès. Moi, je ne verrais pas ça un procès légitime ou quelqu'un qui aurait enfreint des lois et qu'on veut le juger. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'il y ait une médiation. Je ne sais pas, il s'agirait de quelle médiation si Tiani et son pouvoir ont boycotté toutes les instances jusqu'à ce niveau. Quelle est cette médiation qui va garantir la liberté de Bazoum et sa démission? Bon, je ne sais pas, c'est au pouvoir et à ceux qui aiment Tiani de savoir quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour jouer cette médiation, pour trouver la liberté de Tiani. Et dans tous les cas, il ne serait pas libre. C'est pourquoi j'ai dit, Tiani, il sait très bien, même s'il démissionne vis-à-vis, en vertu de tout ce qu'il est, sa carrure et les menaces qu'il va constituer pour le pouvoir de Tiani, et Bazoum ne serait pas toujours libre. Voici quelqu'un qui est très intelligent comme Bazoum. Il sait que malgré sa démission, il continuera par être en prison. Il va jouer sur le temps, espérant que une autre, peut-être, pourquoi pas un jour que Tiani aussi peut être déposé par un autre lieutenant et qui va venir aux rescousse du président Bazoum. Sûrement qui porte encore espoir à ces lieutenants qui sont encore dans l'armée et qui ne disent rien et qui regardent et entendent les opportunités pour rendre le coup à Tiani. Aujourd'hui, voilà. Qui peut plaider le cas Bazoum, parce que là, on a eu même Antonio Guterres qui s'est aussi exprimé il y a quelques mois sur la question en appelant à sa liberté. Ça n'a pas eu les effets escomptés. Qui peut plaider le cas Bazoum aujourd'hui? Non, qui peut plaider le cas Bazoum? Je pense que me demander de lire entre... en fait, c'est comme si je suis dans le secret. Mais tout le monde peut plaider le cas Bazoum. Est-ce que Bazoum même, est-ce que des gens ne plaident pas déjà pour son cas? Vous avez vu l'ONU qui a appelé à sa libération. La CEDEAO qui justement continue pas à plaider pour lui, parce que la CEDEAO, je pense que est toujours restée dans l'idée de venir intervenir militairement au Niger pour sa réhabilitation, bien pour la restauration de Mohamed Bazoum. Donc aujourd'hui, la CEDEAO continue pas à plaider pour son cas. Et je ne pense pas que les autorités nigériennes sont aussi dans la violation flagrante de ces droits. Et quand on parle de visites qui sont refusées, je crois que c'est dans l'intérêt justement de protéger Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum n'est pas n'importe quel prisonnier, je le disais tout à l'heure. Et des gens comme ça, et quand vous les avez derrière les barreaux, quand vous les avez dans les geôles, vous devez justement surveiller et ceux qui leur rendent visite, pour que après ils ne vous créent pas de problème. Parce que Bazoum est là-bas, quelqu'un peut venir, je veux parler de façon triviale, quelqu'un peut l'empoisonner. Et s'il meurt en prison, je pense que c'est le gouvernement nigérien justement qui va endosser la responsabilité. Donc c'est pour cela qu'il y a toutes ces mesures-là qui sont prises à son encontre. Il y a toutes ces mesures-là qui sont prises à son encontre justement pour le protéger de l'ennemi, parce qu'il y a des gens peuvent s'infiltrer et lui créer en fait ôter à sa vie et créer de problèmes en fait à ceux qui l'ont mis en prison. Donc je crois que ça aussi c'est une réalité qu'on ne doit pas occulter. Maintenant, et comme on le disait tout à l'heure, je crois que le procès aura lieu, d'autant plus que la procédure a déjà commencé. C'est un ancien président, on ne peut pas le juger sans que son immunité ne soit levée, et ça a été fait en juin 2024, nous l'avons dit. Donc ça veut dire que... Mais il n'y a aucune date pour la tenue d'un procès. Justement, ça va venir, justement. Je crois que ça va venir. Je prends juste l'exemple sur la Guinée de Mamadou Doumbouya. Je crois que quand il est là, il a pris tout son temps pour préparer le procès du 27 septembre. Et ça a été fait, et je crois que unanimement, on est d'accord à dire que ce procès-là a été une réussite. Donc je crois que les autorités nigérianes sont également dans cette logique-là. Elles prennent juste le temps de bien préparer les choses pour que ce procès-là ne soit pas une parodie de procès. Voilà. Est-ce que il est possible que, comme le dit par exemple son avocat, que le président Bazoum est l'otage, je cite les mots, est l'otage d'une junte qui s'en sert comme d'un bouclier humain? Pour eux aujourd'hui, en gardant Bazoum, Tiani s'assure d'avoir quelqu'un qu'il peut utiliser comme un bouclier humain.
Mais c'est normal parce que c'est vrai, on ne fait pas prisonnier qui on veut. Tiani ne peut pas aller prendre un citoyen lambda comme ça pour venir mettre en prison. C'est parce qu'il y a un intérêt particulier pour Tiani, c'est pourquoi Bazoum est en prison. Donc ça, je ne peux pas dire que l'avocat n'est pas raison, mais c'est vrai qu'il est dans son rôle de défendre son client. Mais tout le monde le sait. Bazoum est en prison parce qu'on lui a arraché son pouvoir. Donc, du coup, on ne doit pas lui lâcher comme quelqu'un qui venait de nulle part. Et je pense que pour vraiment, comme tu l'as posé la question de médiation, pour arriver à la libération de Bazoum, il va falloir que on puisse organiser. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, l'Union africaine, qui reste également comme le seul médiateur qui peut discuter avec le pouvoir de Tiani, puisqu'ils ont décrédité l'organisation internationale avec ses alliés, la France et les États-Unis. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus de crédit également vis-à-vis du pouvoir. Il faut que l'Union africaine puisse jouer une médiation pour libérer Tiani. Maintenant, il faut que l'avocat aussi mesure les tendances. Ben, c'est vrai, il faut défendre, mais lorsque les forces ont changé de camp, il faut aller au rythme, mais n'est pas aussi venu corser dans le couteau pour pouvoir dire que vous êtes en train de défendre votre client. Le client aujourd'hui n'est pas un client ordinaire, c'est un client pour des objectifs donnés, on lui a incarcéré. Donc, il faut que l'avocat puisse savoir quels sont les mots qu'il faut sortir pour assurer le pouvoir de Tiani pour que Bazoum puisse retrouver sa liberté. Est-ce que cet appel du groupe de travail des Nations Unies sur la liberté, j'ai envie de dire, peut sonner aussi d'une certaine manière dans la tête des autorités nigériennes? Oui, ça peut sonner dans les oreilles en fait des autorités nigérianes si réellement elles trouvent que les droits de Bazoum sont bafoués. Parce que ce que je dis, je ne pense pas qu'aujourd'hui Tiani et son gouvernement pensent qu'ils sont en train de faire du tort à Bazoum. Parce qu'ils sont dans une lutte en fait, ils sont dans une logique. Et si Bazoum est toujours en détention, c'est parce qu'il pense qu'il a quelque chose à voir avec le combat qu'il mène. Et donc du moment où ils ne sont pas parvenus justement à gagner la bataille, Bazoum justement va rester en prison. Moi je ne fais que mon analyse. Mais je crois que ils savent qu'ils sont tous fils d'un même pays. Et que quand vous remontez un peu vous faites un peu l'arbre généalogique dans beaucoup de pays africains, vous allez vous rendre compte que nous ne sommes que des frères et sœurs. Et donc, je ne pense pas que Bazoum est maintenu en prison pour le beau yeux, en fait, des nouvelles autorités qui sont là. Bazoum peut-être constitue un cas, un cas, en fait, dans la lutte que mènent aujourd'hui les nouvelles autorités nigériennes. C'est pour cela qu'ils le maintiennent en prison. Mais ce que moi je dis, c'est que le procès, il y aura un procès, on va voir justement qui a raison et qui a tort dans cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on le dit souvent, là où moi je suis pas d'accord les faits sont têtus. Parce que Tiani, ce qu'il fait aujourd'hui, du jour au lendemain, il peut être rattrapé aussi par son passé. S'il ne le fait pas bien et que les droits de Bazoum sont bafoués, tous ceux qui sont là ici, ou bien tous ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du Niger aujourd'hui, vont justement répondre de leurs actes dans le futur. Donc, il y a tout ce paramètre-là que les gens ne doivent pas ignorer. Et donc, c'est pour ça que je dis que Bazoum n'est pas en détention parce qu'on a décidé de le maintenir en détention. Et il faut que ceux qui le soutiennent aussi essaient de se raviver, en fait. Il faut que ceux qui le soutiennent tiennent des propos apaisants. Et je le disais tout à l'heure, je laisse survoler en focusant justement sur la possibilité justement de la CEDEAO, de vouloir en fait la possibilité de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. Je crois que c'est un sujet qui est toujours d'actualité, d'autant plus que le Niger aujourd'hui est sorti ou bien a quitté la CEDEAO, et donc pour la CEDEAO c'est un affront, et donc dès que la CEDEAO va trouver les moyens, ou bien dès que la CEDEAO va trouver les failles, je ne pense pas que cette institution sous-régionale va hésiter à mettre en place
son plan d'intervention militaire. Donc il y a tout cela aujourd'hui qui joue contre Bazoum et qui doit normalement demander en fait à ce soutien-là d'aseptiser leurs propos, de mettre un peu de l'eau dans leur verre pour que les choses aillent de façon normale. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, lui, il est en position il n'est plus en position de force. Il est devenu un citoyen comme tout le monde. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui sont là peuvent dresser tous les rouleaux compresseurs contre lui. Donc c'est à lui, il revient à lui justement de voir les choses de façon pacifique et de demander en fait à ceux qui le soutiennent de mettre également de l'eau dans leur verre. J'ai écouté son avocat, je crois qu'il est dans son rôle. Et donc, ce qu'il dit, s'il a des preuves, je pense que le jour du procès viendra, il va justement les mettre sur la table pour faire sortir Bazoum de prison. Messieurs, on va aller vers le deuxième sujet. Nous parlons maintenant du Bénin. On va évoquer là-bas la question d'un troisième mandat. Troisième mandat, justement, parce que Patrice Talon boucle son deuxième et dernier mandat en 2026. Malgré les assurances qu'il donne, chaque fin de mandat suscite des interrogations. Et on le sait, en 2019, la Constitution béninoise a été modifiée sans toucher au verrou de la limitation de mandat. Néanmoins, cette modification peut permettre de remettre ce qu'on appelle sur le continent les compteurs à zéro au niveau des mandats exercés. Un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour se prononcer et pour donner son avis sur cette question. La Cour n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur le fond, mais cela n'élude pas la question. Dominique Lacmon, dire qu'on parle au Bénin de l'éventualité d'un troisième mandat pour quelqu'un, c'est déjà même un sujet assez inédit pour le pays. Oui, pourquoi il y a toujours cette spéculation dans la classe béninoise? Parce que Patrice Talon, c'est vrai que je l'ai suivi sur cette question où il rassure le peuple béninois qu'il respectera toujours la constitution en vigueur, qu'il a entendu lui-même que les gens spéculent parce que il envisage un troisième mandat. Mais c'est un Patrice Talon qui ne rassure pas le peuple béninois parce que dès sa prise de pouvoir, Patrice Talon a dit au peuple béninois qu'il ferait un seul mandat. Quel mandat que Patrice Talon est en train de faire, il a fait une campagne électorale en disant qu'il viendra juste faire 5 ans pour remettre le Bénin sur la voie du développement, que ce soit économique, renforcer les institutions et tout ça, mais les gens l'ont accompagné pour arriver à cet objectif. Mais Patrice Talon est en train de faire son deuxième mandat. Je pense que c'est cette manière d'être qui ne rassure pas le Bénin, le peuple, en voyant Patrice Talon qui dit non, aujourd'hui, je ne ferai pas mon troisième mandat. Bon, pas qu'il a dit d'une façon nette et claire, mais il l'a dit de façon paraphrasée politiquement. On dit non, il dit qu'il respecterait la Constitution. Respecterait la Constitution. Est-ce que, en revenant pour un troisième mandat, est-ce que Patrice Talon a respecté la Constitution béninoise ou pas? C'est ça qui rime encore avec. C'est pourquoi cette nécessité de. Les gens spéculent jusqu'à maintenant, parce que quand il dit je respecterai la Constitution béninoise, est-ce que, avec la révision de la Constitution, le troisième mandat de Patrice Talon est anticonstitutionnel ou comment c'est de façon juridique, je ne sais pas, mais Patrice Talon peut faire un troisième mandat. Donc lui-même, c'est lui-même qui doit rassurer le peuple béninois. Et comment la rassurer? Peut-être déjà, si quelqu'un ne doit pas être à la candidature, je pense que ça prend fin en 2026, l'année prochaine. On est à un an de cette élection. On ne voit pas Patrice Talon en train de préparer un lieutenant qui sort de l'eau qui rassure le Béninois que Patrice Talon serait en train de préparer quelqu'un pour le remplacer. Mais voilà cette spéculation, parce que il est toujours imprévisible. De un mandat, il est aujourd'hui au deuxième mandat. Louis Kamako, Patrice Talon a donné des assurances et tout récemment encore, il s'exprimait à la présidente de la République et il a dit que il ne comprend pas pourquoi, lorsque la fin s'annonçant, on revient sur un débat qui est clos au Bénin aujourd'hui. Oui, vous l'avez dit que le débat a été longuement fait au Bénin en 2019. Et si Patrice Talon revient là-dessus ces derniers jours, c'est juste parce qu'il y a un adepte d'Afan qui justement croit avoir reçu des messages en venant des divinités selon lesquels Patrice Talon serait l'homme providentiel en fait pour la République du Bénin.
Et donc, je crois que c'est ce qui a amené le président à revenir encore sur ses propos de 2019. Je crois que, comme les uns les autres l'ont dit, FA en question n'a pas une dimension constitutionnelle. FA n'a pas une dimension juridictionnelle pour que on nous dise que c'est parce que FA a dit que Patrice Talon doit briguer un mandat de plus que forcément. C'est pas le FA qu'il a élu. Hein. Mais justement, c'est pas le FA qu'il a élu. Donc le FA en réalité n'est pas le peuple. C'est pour ça que je dis que FA n'a pas une dimension constitutionnelle. Le FA n'est pas le peuple en réalité. Et donc on sait à peu près comment est-ce que les gens manipulent en fait les religions, ou bien comment est-ce que les gens se jouent sur la religion pour manipuler les données politiques dans les pays africains. Donc le président, il a bien fait de rassurer les uns les autres, parce que quand on voyait la Vous croyez dans ces assurances? J'y crois parce que ça fait il est en train de finir son deuxième mandat, enfin son second mandat, pour parler en français académique, parce qu'il n'a pas droit à un troisième. La constitution béninoise dit que aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. C'est-à-dire que c'est comme aux États-Unis, vous n'avez droit que à 2 mandats. Et donc ça veut dire que les Yaïbouni, et comment vous les appelez, ils reviendront plus parce qu'ils ont déjà fait 2 mandats. Et donc je ne crois pas que Patrice Talon va justement, après tout ce qu'il a fait, après la grande constitution, après la grande constitution, après toutes les réformes en fait salvatrices et innovantes, ingénieuses en fait qu'il a opérées au Bénin, je ne pense pas qu'il va vouloir faire tout cela et vouloir sortir par la petite porte. Et je le dis parce que si ose en fait aujourd'hui trahir le peuple béninois ou bien trahir les tests constitutionnels béninois, je ne vois pas les Béninois en train de le pardonner. Il a tellement fait pour le Bénin, il a mis le Bénin sur les bons rails, sur le plan économique, sur le plan sociétal. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la sous-région, le Bénin est devenu un pays attrayant sur le plan touristique. Et donc, tout cela, aujourd'hui, c'est à mettre à l'actif d'un président comme Patrice Talon. Et donc, c'est pour ça que je dis que je ne le vois pas en train de faire et de défaire. Il sait qu'il a fait deux mandats et à plusieurs reprises, la Constitution a été révisée et qu'il n'a pas sauté le verrou de la limitation, verrou du mandat. Hein. Donc, s'il ne le fait pas, ça veut dire tout simplement qu'il va rester dans l'esprit des tests républicains pour partir en 2026, comme je l'ai dit. Donc, pour moi, je pense que le sujet ne doit normalement pas faire objet de débat. D'autant plus que le président s'est prononcé à plusieurs reprises là-dessus. Si Dominique nous dit que à l'arrivée, en fait, dès qu'il a pris le pouvoir, il a dit qu'il ne fera qu'un seul mandat. Je pense que ce sont des paroles politiques qui changent avec le contexte. Plus que juridiquement, en fait, les textes lui donnent le droit de faire 2 mandats. Et s'il est là, il trouve qu'ils peuvent s'inscrire dans la continuité, il a fait. Il n'est pas condamnable sur ce plan-là. Après, on sait à peu près comment est-ce que les choses se passent en Afrique. On a un peuple qui est laudateur, on est dans un discours laudatif qui fait que par moment les gens désirent en fait quitter. Mais compte tenu des gens qui sont là, qui semble qu'il y a des hommes providentiels, les présidents parfois reviennent sur les décisions. Peut-être c'est ce qui est arrivé à Patrice Talon. Sauf que là encore, lui, il a un bilan à défendre, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'était une continuité logique pour Patrice Talon. Mais je crois que le moment est venu pour lui de partir. Voilà. Alors, ce qui fait que le débat se pose aujourd'hui au niveau du Bénin, vous le savez, c'est qu'en 2019, la loi fondamentale a été modifiée. Justement, beaucoup d'articles ont été modifiés. Patrice Talon a pris soin de remettre dans la Constitution la limitation avec une phrase, j'ai envie de dire, qui est un verrou inamovible. Article 42, si j'ai bonne mémoire, de la Constitution béninoise, qui dit que nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats. On n'a qu'une seule vie, y compris Patrice Talon. Est-ce que le débat doit encore se poser? Mais en réalité, non. En réalité, non, mais on est en politique et tous les coups sont. Et lorsque quelqu'un dit en politique, c'est un moyen que l'appétit vient. Donc, Patrice Talon, c'est lui qui a actuellement la manette c'est-à-dire qu'il a la clé du pouvoir, d'accord? Si il estime qu'il trouverait des arguments pour convaincre le peuple béninois
il va tenter son 3e mandat. Mais ce qui me fait aussi croire qu'il n'ira pas, et je crois bien qu'il va respecter sa parole, parce qu'il est venu au pouvoir, d'accord, sous l'effet d'une tentation de 3e mandat de Thomas Yaye Boni, que les Béninois, parce que Thomas Yaye Boni, à la fin aussi, avant de présenter Lionel Zinsou, il a hésité à plusieurs reprises, parce que, comme tous les présidents, il faut tâter le terrain. Sur le terrain politique lui est favorable, il va foncer. Mais sur lorsque le terrain est très hostile à sa politique de 3e mandat, là, il peut reculer. Et je pense que c'est dans ça que ses détracteurs, ses compagnons, ceux qui sont autour de lui, notamment, je sais pas, les détenteurs du phare, des féticheurs qui l'appellent, qu'ils ont consulté, que c'est Patrice Talon qui serait un bon président pour le Bénin, et à l'avenir il faut que Patrice Talon soit président. Je pense que c'est du militantisme, sinon il n'y a rien qui rassure les gens. Militantisme aveugle et suicidaire. Et donc mais il n'est pas, moi je ne le condamne pas, c'est en politique. En politique, quand il y a le terrain favorable, on ne prend pas le pouvoir pour perdre le pouvoir. Quand les gens pensent que... Le terrain n'est pas du tout favorable au Bénin. Non, mais quand les gens... Non, le pouvoir, quand vous avez la possibilité de conserver le pouvoir, vous allez tenir ce pouvoir-là. Comme tu l'as dit, aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de conservation de pouvoir. S'ils en avaient, s'il y avait des tests autour liés à la conservation, ils vont maintenir le pouvoir. Parce qu'un pouvoir, on ne le perd pas. Et quand vous êtes déjà au pouvoir, et perdre un pouvoir, c'est pas du tout. C'est vrai, quand on est président, on veut quitter le pouvoir, ce n'est pas du tout facile et acceptable. Patrice Talon va exploiter toutes les failles, mais je crois qu'il n'ira pas loin avec le peuple béninois. Ça a déjà arrivé à Thomas Yaye Boni, et lui ne sera plus. Alors, on a donc, je parlais de ce citoyen qui avait saisi la Cour constitutionnelle. C'est un ancien ministre de Mathieu Kérékou qui a saisi la Cour constitutionnelle, Christian Lanidé, pour avis. Et justement, la réponse de la Cour a jugé sa requête irrecevable parce que, au terme de la Constitution, seul le président de la République peut demander un avis à la Cour. Et donc, n'importe quel autre citoyen n'est pas fondé à demander un avis, mais beaucoup pensent que la Cour a juste botté en touche une question fondamentale. Est-ce que les compteurs sont à zéro? Est-ce que le Bénin est dans une autre république? Non, est-ce que le Bénin est dans une autre république? Non. Le Bénin n'a pas changé de république. C'est justement, beaucoup d'autres disent que le Bénin a changé de république avec la modification de 2019. Non, je ne pense pas. Parce que pour des tests comme ça, quand vous modifiez la loi fondamentale, je pense les exposés de motifs le disent. On peut juste prendre l'exemple sur le Togo, sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on le dit clairement parce que ça fait également 2 votes. On vote d'abord pour le test en soi et on vote d'abord pour le régime ou bien pour la nouvelle république. Et donc, si ce n'est pas fait, ça veut dire que le débat en réalité ne va pas se poser. Le Bénin n'a pas changé de république. Et donc, pour moi, on ne va pas réfléchir de midi à 14h justement pour répondre à cette question. Mais la réponse de la Cour constitutionnelle, je pense que c'était une réponse stratège en fait. C'était pour peut-être dire aux uns aux autres que, elle ne veut pas s'immiscer dans la chose politique en tant que telle. Et donc, ça prouve également que là-bas, ils ont des institutions qui sont garants en fait de la loi fondamentale. Et que la Cour constitutionnelle va justement veiller au grain à ce que le test ou bien les tests que les Béninois se sont donnés soient respectés. C'est également un signal fort. C'est un message peut-être lancé à Patrice Talon qui, si réellement avait des velléités de briguer un mandat de plus, c'est un message fort qui est lancé à son endroit que, en fait, monsieur, nous sommes là et nous ne ferons qu'appliquer la loi. Donc je pense que c'est des choses en réalité qu'à encourager parce que quand vous le voyez, le porte-parole du gouvernement l'a dit que le Bénin a tellement avancé sur le plan démocratique qu'il n'est pas question aujourd'hui de reculer. Donc ailleurs, les gens font des efforts pour avancer. Il ne faut pas une marche de caméléon. C'est-à-dire que quand on fait un pas, il ne faut pas qu'on fasse 1000 pas en arrière. Non. Ailleurs, les gens ont compris qu'il faut justement tisser les bonnes choses de
des nouvelles, en fait. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, le débat en réalité ne se pose pas. Maintenant, les gens vont se poser la question, pourquoi est-ce que jusque-là, Patrice Talon ne se prononce pas, ne s'exprime pas clairement sur le sujet. Je ne vois pas un test, en fait, je ne vois pas un article de la loi fondamentale béninoise aujourd'hui qui contraint un président en fin de mandat, de dévoiler, en fait, à quelques jours de la fin de sa mandature, son projet futur. Je crois que Patrice Talon partira, mais qui va le représenter, c'est la question fondamentale à laquelle nous allons répondre. Et si jusque-là, ce personnage n'est pas encore connu, c'est juste parce qu'il continue justement par chercher le meilleur pion qui va poursuivre ces belles œuvres. Alors, on attend aussi que les juristes béninois, les constitutionnalistes, les professeurs d'université, je veux dire, puissent se prononcer, mais décidément, ce n'est pas une question qui les intéresse pour le moment. En fait, moi, je suis d'accord avec l'analyse de Louis Kamako tout de suite, par laquelle il a chuté. Mais je ne sais pas pourquoi toute cette spéculation autour d'un président qui est à la fin de sa mandature. Pourquoi on veut qu'il se prononce, je vais partir ou non? Mais il est là, attendons, observons. Il y a des institutions qui organisent les élections, qui seront en charge d'étudier les textes et tout ça. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Les textes sont là, on est juste tenu de les respecter, en fait. C'est comme si saboter son parti politique, en fait, en disant non, mais je ne serai plus candidat à la fin de mon mandat. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne démarche à chaque fois qu'un président arrive à la fin de son mandat, que ses opposants s'articulent autour pour voir est-ce qu'il va revenir, qu'est-ce qu'il va pas. Je pense que les efforts pour acquérir le pouvoir se fait dans les états-majors de chaque parti, que les gens se préparent, même que ce soit Patrice Talon ou Y, que les autres partis se préparent en conséquence. Donc moi c'est sur ce côté Patrice Talon a raison, pour ne pas dire clairement oui ou non je serai candidat. Moi je ne l'oblige pas, mais mes analyses se font sur le fait que est-ce qu'il aurait raison de se présenter ou non, mais s'il va te dire clairement je vais ou non, non. Actuellement Patrice Talon va étudier, il va tâter le terrain politique. À la fin, il va rendre compte à son parti politique. Il faut que ses opposants arrêtent de dire mais on veut que Patrice Talon se situe là au lieu de... Et on saisit des institutions pour comprendre est-ce que ça et ça va marcher avec... Déjà quand celui-là, je ne sais pas qui saisit la Cour constitutionnelle pour voir si on est déjà dans dans la nouvelle République ou pas, mais déjà il donne un argument en faveur que Patrice Talon peut exploiter si on lui répondait par le oui. Mais si on est dans la nouvelle République, c'est que tout le monde doit être candidat. Je pense bien. Maintenant, pourquoi chercher autour d'une question qui n'est pas... Pour moi, la question n'est pas pertinente aujourd'hui. Patrice Talon s'est déjà exprimé qu'il respecterait la Constitution. C'est lui-même qui a écrit la Constitution que nul ne peut faire deux mandats. Pendant sa vie, ça dit que même les Thomas Yaïbouni ne viendront pas, que c'est lui-même qui a corsé la disposition. Voilà, y compris lui-même. Ou bien lui, il a une autre vie, comme vous l'avez posé ici. Si Patrice Talon a deux vies, bon, là, on va attendre voir à la fin en 2026 qu'il y aura une vie de Patrice Talon. Et c'est tout. Messieurs, je propose qu'on marque la pause pour regarder ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on revient pour la deuxième partie de l'émission.